émouvant que de feuilleter un album de famille, même lorsqu'on ignore tout des personnes. Elles nous apparaissent dans leur intimité, si différentes de nous et pourtant si semblables. Tous ces visages, ces gestes, figés pour l'éternité, traduisent les joies et les difficultés d'une existence et d'une époque. L'album de famille, c'est la meilleure façon de remonter le temps, de retrouver sa mémoire, ses racines. L'album de famille nous raconte toujours une histoire, la nôtre, même si parfois elle est particulière, comme celle-ci. Nous sommes au début du siècle en Bretagne, dans le village d'Élian, près de Quimper. Ici, chaque événement nous donne l'occasion de rassembler la famille, ou si vous préférez, le clan. Il n'est pas rare de voir lors des mariages 400 personnes danser et chanter au son des binious et des bombardes, et ceci pendant 3 ou 4 jours. Ces grandes fêtes sont possibles grâce à la participation de chaque convive aux frais de la noce. La France découvre avec étonnement ses cousins éloignés. On trouve nos coutumes étranges et nos costumes exotiques. On s'empresse de les apprivoiser dans ces boîtes magiques que sont les premiers appareils photographiques et cinématographiques de l'ère moderne. Nous posons pour l'objectif avec complaisance, comme si nous avions conscience d'entrer dans la légende et dans l'histoire de l'humanité. Ce sera la Grande Guerre, celle de 14-18, qui plus tard nous fera découvrir dans les tranchées, outre l'horreur des combats, d'autres mœurs, d'autres idées. Pas une famille bretonne qui n'aura perdu un père, un fils, un frère. Nos femmes ont dû pallier l'absence des hommes plus qu'elles en avaient déjà l'habitude. De tout temps, elles furent en effet les garantes de cette civilisation qu'enfants nous apprenions sur leurs genoux. Agaias da Zuara o Unam, et l'hermement vraiment bourgoulven. Ervas et Wadauzel et Ptiel. Rosa à grec, Glaudan à Gologven. Darmarese, et Varzek Kamvoar Bena Gazoa Bawe. Buez Arsent, la vie des saints. Pas une famille qui ne possède ce livre où le merveilleux tient lieu de vérité. Notre religion catholique ne date que du 5e siècle. Elle rythme notre vie de l'angélus du matin à celui du soir. Nos pardons, bannières au vent et statues en promenade n'engendrent pas la mélancolie. Nos saints sont avant tout des guérisseurs. Saint Fiacre soulage les nourrissons des premières coliques. Saint Cadeau redonne de l'oreille aux sourds. Saint Eugène combat la rage et Saint Main s'occupe avec efficacité de la folie. Nos messes sont l'expression de notre gaieté. Nos cantiques sont reconnus comme étant parmi les plus beaux du monde. Même le culte des morts ne sombre pas dans la tristesse. On embrasse le défunt, on entoure ses proches, on festoie. Il nous arrive même de chanter en l'honneur du disparu les airs qu'il aimait. Partager, c'est aussi le maître mot des Ouessantins. Partager la joie, mais aussi la peine. À Ouessant, si le défunt est un marin dont le corps emporté par la vague de l'océan n'a pas été retrouvé, on enterre à sa place une croix appelée Proella. Ainsi, dans l'île, personne n'oublie personne. Mais Ouessant, c'est avant tout l'île des femmes. Elles y règnent en seigneurs. L'éducation, la religion, les cultures maraîchères et l'élevage du mouton
leur appartiennent. Notre foi est grande. Elle nous a permis de bâtir des cathédrales, comme ici à Quimper, mais aussi des églises, des chapelles, des calvaires par dizaines, par centaines. La plupart de ces monuments sont construits sur des sites druidiques, comme s'ils voulaient témoigner de la vitalité de notre ancienne religion et de son attachement à la nature. À Quimper aujourd'hui, nous célébrons la Fête-Dieu. Toutes ces jeunes filles, vêtues du costume traditionnel ou d'une aube blanche, vont prier et chanter le Christ roi. Derrière ces remparts de granit, Saint-Malo est d'abord Saint-Malo. C'est de son port que part en 1534 Jacques Cartier à la découverte du Canada. C'est depuis cette époque que les équipages malouins connaissent cette route et la navigation à travers les icebergs. Aujourd'hui, pas un marin de Saint-Malo, de Cancale, ne partira pour la grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve à la Traque à la Morue sans que Monseigneur l'archevêque de Rennes ait béni l'océan et les 150 navires. Ces trois mâts, misaines et pouilleuses gonflées par les vents d'ouest, vont filer vers le Grand Nord, tandis que les familles tentent d'oublier leur départ à travers les flonflons de la fête. À Douarnenez, on a l'ambition plus modeste. Beaucoup de pêcheurs restent paysans. Dès le printemps, on course la sardine, l'anchois et le sprat, lesquels alimentent une demi-douzaine de conserveries. La sardine, c'est la richesse. 600 francs par an pour un matelot dont le béret coûte 3 francs, la paire de sabots 2 francs 50. Avec 80 francs, le pêcheur s'habille. Avec 100 francs, il habille madame. Sa richesse, il la doit certes à la sardine, mais aussi au filet droit et bleu d'une valeur de 150 francs. Ce filet qu'on mouille en barque, le nez au vent. En Bretagne, la mer est toujours nourricière. Chaque marin embarqué fait vivre 3 personnes à terre. Ainsi, peu à peu, au fil des siècles, s'est créé, au service des coureurs d'océan, tout un petit peuple d'artisans. Goémoniers, ces faucheurs de varech, hommes et femmes aux mains et aux coudes rongés par le sel. Dans des bacs creusés dans les dunes, ils brûlent le goémon, récoltant ainsi des pins de soude d'un bleu glacial. Cordiers, ces marcheurs infatigables, montant et descendant tel un pantin le long du chanvre le plus robuste pour en tresser des cordes. Chantiers navals qui construisent et entretiennent les grands chalutiers en les tirant au sec à l'aide de leur slipway. Filatures qui tournent à plein régime. Le poisson ne manque pas. Sur les grèves, dans les anses les plus modestes, on respire le coltard, ce goudron fondu qu'on mélange à l'étoupe et qui soigne en large cataplasme les membrures et les bordées défaillantes. Bretagne et océan, couple uni pour le meilleur, certes, mais aussi pour le pire, lorsque le vent se lève en tempête et gonfle les houles du large. Le marin se fait alors sauveteur et s'entraîne à dompter l'indomptable.
Bien que cette histoire sans parole peut prêter aujourd'hui à sourire, tant par la naïveté de sa mise en scène que par celle de ses acteurs, il ne faudrait pas oublier pour autant que la mer reste une obsession pour le Breton né sur ses rives. La mer, le Breton y vient seul ou en famille, et ceci dès son plus jeune âge, pour en prendre le pouls, en mesurer les joies, les dangers. C'est en apprenant à mieux la connaître chaque jour que le marin parvient à gagner son pain quotidien. C'est d'ailleurs là son plus beau titre de gloire. Dans ces années-là, la vie est rude dans une Bretagne qui, faute de voies de communication, reste enfermée sur elle-même. Les saisons rythment les travaux des champs. Les fermes sont petites, pauvres, et la plupart du temps recouvertes de chaume. Les familles vivent dans une seule pièce au mobilier sommaire. Quelques lits clos alignés contre le mur, une armoire ou des coffres, une table large, solide, et 2 bancs. L'hiver, on se rassemble autour de l'âtre où chauffe la soupe. Le vendredi, on mange des crêpes ou des galettes de sarrasin, ou encore des plats qui calent l'estomac. Pas question de jouer au gastronome avec 4 hectares de terre cultivable, une vache, la blouse pinoire, un cheval, le postier breton, et un porc dont l'égorgement est une fête. Pour survivre, il faut s'entraider. C'est certes une obligation, mais c'est aussi une occasion d'être ensemble. Sur une terre difficile, les hommes apprennent très vite à se comprendre, sans mots inutiles. Il y a le travail où personne ne rechigne, puis le plaisir où tous participent. Que ce soit dans les champs lors des pénibles travaux de la moisson et du battage, ou à bord des bateaux lors des campagnes morutières, les hommes savent que la réussite de leurs entreprises ne tient qu'à la bonne volonté de chacun, qu'à son amour du travail bien fait, qu'à sa résistance à la fatigue et à la douleur.
Dans cet univers de labeur, la solidarité n'est pas qu'un mot. Dans la société, chaque homme possède sa place et sa fonction. Et pas question pour lui de les abandonner sous quelque prétexte que ce fût. Trois semaines après avoir quitté les quais de Saint-Malo, les marins des Grands Morutiers parvenaient enfin dans les eaux glacées du Grand Nord. On comprend mieux, en voyant défiler à la proue des grands trois-mâts ces montagnes de glace que sont les icebergs, la ferveur des prières des matelots lors du départ de Saint-Malo. Ave Maristella, salut étoile de la mer, chantait-il, réclamant la protection de la Vierge Marie. Combien de Doris se sont perdus corps et biens pour n'avoir jamais pu retrouver dans les brumes polaires leurs trois mâts? Combien de pêcheurs n'ont pas trouvé d'acheteurs parce que le maître saleur avait eu la main soit trop lourde, soit trop légère? On trimait dur quand la morue avait la bonne idée de mordre à l'appât. En un tour de main, elle était coupée, vidée, nettoyée, salée et rangée dans les cales. Il n'était pas rare de ramener 300 000 morues en une campagne. Sur les bancs de pêche de Terre-Neuve, la moindre blessure était dangereuse. Rares étaient les navires à posséder un médecin à bord. Les plus chanceux bénéficiaient des conseils d'un étudiant en médecine de la faculté de Rennes, lequel trouvait là un vaste champ d'expérience. La plupart du temps, les équipages devaient se contenter de la bonne volonté du capitaine. L'équipage d'un morutier était vraiment uni, et son capitaine devait savoir lui accorder quelques moments de détente pendant lesquels il oubliait la fatigue du quotidien.